ravie d'être avec vous. Donc c'est Joëlle Breuillet qui parle, présidente de RSE et Développement. Donc nous sommes ravis de vous avoir avec vous aujourd'hui pour ce webinaire sur le leadership féminin dans l'économie africaine. Donc c'est notre thème de plaidoyer depuis septembre 2016. Alors en fait, comme on a 3 intervenantes de grande qualité, on est ravis d'avoir donc nos 3 intervenantes converties. Je vais faire très très vite pour juste parler des consignes techniques et après je donnerai la parole à Sylvain donc, qui va modérer le webinaire, qui est un webinaire qu'on positionne aussi donc, dans notre cycle ODD, Objectif du développement durable, et en particulier sur l'ODD numéro 5. Et j'ai un doute, mais c'est la cible 5.5 de mémoire, qui est sur justement le leadership féminin en général, donc en faveur du développement durable, qui soit politique, mais qui soit aussi économique. Voilà. Alors, donc les consignes techniques pour aller très vite. Donc, il y en a un certain nombre de vous qui sont habitués. Donc, première consigne, il faut garder à tout moment votre micro éteint. Donc, c'est pour les participants et c'est pour les salles. Et pour Abidjan, c'est quand Madame Touré n'intervient pas, il faut absolument garder les micros éteints. Alors pourquoi? C'est parce que sinon ça crée du larcène et ça empêche, enfin du coup on entend très très mal, les conditions sont mauvaises, ça crée du larcène, ça peut créer des parasites, voilà. Donc voilà, donc micro éteint à tout moment et sinon si vous ne le faites pas, on pourra le faire. Et ce qu'on fait, c'est qu'on met dans la petite boîte de conversation, quand on entend un micro, on dit telle personne, merci d'éteindre votre micro. Et si jamais vous ne le faites pas, à un moment on prend la parole, mais ça oblige à couper la parole à l'intervenant, c'est pas top. Donc, sinon, on peut le faire, nous, à distance par la technique, mais ça marche pas toujours. Donc voilà, donc soyez vigilants, micro éteint tout le temps, enfin, je pense qu'on a bien insisté. J'espère que ça sera compris. Alors, ça c'est la première consigne. Et l'autre consigne, c'est en fait, vous pouvez participer par la petite boîte de conversation qui est en bas à droite de votre fenêtre, de la plateforme de webconférence, donc ici. Et ce qu'on vous propose, donc, c'est de d'écrire dans cette boîte de conversation tous vos questions. On en a déjà un certain nombre qu'on a reçus par les formulaires d'inscription. Donc, mettre vos questions. Notez aussi vos remarques ou vos retours d'expérience, vos exemples ou les bonnes pratiques ou au contraire les mauvaises pratiques. Donc vous pouvez être témoin sur notre thématique. Et puis ben voilà. Donc il est 11h02, j'ai pas pris trop de temps. Donc je vais aussi en profiter pour remercier l'AFD aujourd'hui qui nous accueille dans ses locaux à Paris. Donc merci beaucoup à l'AFD. Remercier également Canal+, qui est avec l'AFD et la région Bretagne, donc nos principaux financeurs pour tout notre programme de webinaire. Donc merci à eux. Et puis après, merci aussi nos intervenants, donc Elisabeth, Laurence et Massogbe à Abidjan. Voilà, donc merci et je passe la parole à Sylvain, Sylvain Boucheron de Belle Évolution qui va introduire et modérer le webinaire. Voilà, Sylvain, la parole est à toi. Merci beaucoup pour cette introduction et puis merci à RSE et PED et ses partenaires d'avoir mis en exergue un sujet qui est évidemment fondamental, le leadership féminin dans l'économie africaine, un levier de performance pour les entreprises. Alors c'est vrai, ça a été dit en introduction, les objectifs de développement durable, les 17 priorités mondiales à atteindre d'ici 2030, ont évidemment une place honorable et même une place centrale aux femmes, que ce soit sur les questions sociales, les questions économiques, les questions environnementales. Évidemment, il est fondamental d'avoir un leadership féminin qui soit fort pour qu'on puisse atteindre l'ensemble de ces objectifs de développement durable. Alors ce matin, on aura la chance d'avoir 3 intervenantes de très très grande de qualité qui vont nous présenter leur parcours, les défis qu'elles ont pu relever, nous donner leur point de vue justement sur le rôle que peut avoir la femme dans l'économie africaine et dans le développement des entreprises de ce continent. Alors pour démarrer, nous allons entendre Madame Bédou Badang, si elle veut bien me rejoindre. Voilà, donc vous êtes directrice de zone et porte-parole de Orange Moyen-Orient et Afrique. Vous avez un parcours assez important au sein d'Orange et puis en Afrique. Et donc, je vous propose de prendre la parole et de nous faire partager votre expérience.
Télécharger. Oui, mais alors je change. Ouais, ok. Pardon. Alors, on télécharge la présentation. Oui, oui, non, mais j'ai... Ouais. Voilà, parfait. Okay. Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir pour moi de faire cet exercice particulier, hein, de parler à un certain nombre de personnes que je ne vois pas. J'espère que, mais je suis sûre qu'il sera quand même intéressant. Mais j'ai la chance d'avoir en face de moi un certain nombre de personnes. En tout état de cause, je suis ravie d'être parmi vous pour ce webinaire du fait du sujet et du potentiel que porte ce sujet. Alors, moi, ma compréhension de ce sujet, elle était relative à l'égalité femmes-hommes comme levier de performance. Pas tellement un partage d'expérience. Bien entendu, je serais prête à partager avec vous l'expérience de mon propre parcours qui, quelque part, illustre la capacité de la femme et de la femme africaine à s'élever dans l'échelle du management d'une entreprise. Alors, allez-y, Elisabeth. Donc, oui. Là, on peut le faire, si vous voulez. Non, je peux le faire là. On est en train de rebooter l'écran. Ouais. Allez-y. Oui, oui, il voit, c'est nous. Je vais juste vérifier. Et allez-y. Alors, pendant longtemps, cette question d'égalité femmes-hommes a été vue sous le prisme des droits civiques. L'égalité entre deux êtres humains différents. Aujourd'hui, on se rend compte que la question n'est pas que relative à des droits civiques. Il y a un certain nombre d'études qui montrent la pertinence et la convergence des intérêts entre toutes les parties prenantes par rapport au développement de leadership féminin, qu'il soit à l'intérieur de l'entreprise, mais de manière générale dans la société, tant l'impact peut être important au plan économique et social. Je voudrais partager avec vous quelques statistiques qui illustrent cette importance. Bon. La première statistique, 50% de la population est composée de femmes. Ça veut dire 50% de la force au travail. Ça veut dire 50% des ressources humaines dont le monde dispose, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Peut-on se permettre de se passer de ce potentiel? De plus en plus, la question est non. 49% des femmes en Afrique subsaharienne est auto-entrepreneurs. Alors, elles sont auto-entrepreneurs pas toujours par choix. D'abord, il y a une question d'emploi formel. Et ensuite, il y a une question de gap, de genre, qui existe aujourd'hui par rapport à l'accès au travail. 99% des revenus générés par les femmes sont mis au service de la famille ou de la communauté. Donc, on voit l'impact pour la société de ça. Si on arrive à augmenter ses revenus, on voit que tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, il y a un certain nombre d'accès qui sont beaucoup plus limités pour les femmes que d'autres. Je parlerai de l'inclusion financière. Nous en sommes à 10% aujourd'hui, en Afrique subsaharienne. Je parlerai même de l'éducation. Figurez-vous que 2/3 des personnes illettrées, des adultes illettrés dans le monde, c'est une statistique des Nations Unies, sont des femmes. On parle de 780 millions de personnes, 2/3 de 780 millions de personnes. Si je fais les mathématiques, on est autour de 600 millions de femmes qui sont illettrées. Donc évidemment, le fait qu'elles soient illettrées, ça limite l'accès qu'elles pourraient avoir à un certain nombre d'emplois, à une connaissance qui peut leur permettre de se développer à l'intérieur de l'entreprise ou ailleurs. 5% seulement des femmes sont des dirigeantes d'entreprise en Afrique, mais pas seulement, de manière générale. On verra tout à l'heure dans certaines statistiques que de ce point de vue-là, l'Afrique elle est quand même mieux positionnée qu'un certain nombre d'autres continents. Juste à titre d'exemple rapidement, 5% des femmes sont dirigeantes d'entreprises aux États-Unis également. On voit que dans certains domaines, l'Afrique sait faire mieux que le reste du monde. Le dernier point, il y a une étude de McKinsey qui montre clairement
que les entreprises qui ont une diversité de genre importante dans leurs instances de gouvernance ont une performance 20% au-dessus de la moyenne de leur secteur. Donc vous voyez bien que quelque part, tout le monde a intérêt, les femmes, la société, les entreprises, à développer la participation des femmes à la sphère économique. Alors, comment je dis ce truc? Ah non. On a un petit souci technique, mais... Ouais. Est-ce que Paul, tu vas aller rechercher le... En appuyant sur le truc? Voilà, là ça marche. Alors, vous pouvez voir sur ce graphe l'illustration des 20% que je viens de mentionner. Premier quartile, on voit que les femmes qui ont 31% de représentation, les entreprises qui ont 31% de représentation de femmes dans leur conseil d'administration ont une performance 20% au-dessus. Bon, on peut se poser la question de la corrélation. À l'inverse, dans le dernier quartile, celles qui n'ont pas de femmes du tout, et il y en a aussi, elles ont une performance de 17% moins élevée que leurs concurrents. Je mentionnais le positionnement de l'Afrique aujourd'hui, et vous pouvez le voir sur le graphe suivant. Et là, vous vous rendez compte notamment que le pourcentage des femmes dirigeantes, comme je l'ai mentionné, est équivalent en Afrique et aux États-Unis, et plus élevé en Europe, encore plus élevé qu'en Amérique latine. Une bonne représentation en amélioration ces dernières années, à la fois dans les instances dirigeantes au plus haut de la pyramide, mais en même temps dans les comités de direction et de manière générale dans les conseils d'administration. Donc on est sur une tendance en très forte progression. J'ai envie de dire aux femmes qui nous écoutent, aux femmes africaines qui nous écoutent, le moment est le nôtre aujourd'hui. Les opportunités pour les femmes, que ce soit dans l'entreprise, en politique, c'est un autre sujet, mais dans la sphère économique, dans les entreprises, aujourd'hui, il y a une prise de conscience suffisante qui crée des opportunités pour les femmes de loin beaucoup plus importantes que celles qui existaient il y a simplement une dizaine d'années. Il faudrait qu'on s'organise, que les femmes s'organisent pour pouvoir saisir ces opportunités-là. Chez Orange, évidemment, nous avons connaissance de ces études-là. Nous sommes dans un secteur d'activité qui est en perpétuel changement. Avec notamment le développement de la digitalisation, on voit que le monde entier, la vie, tous les codes changent, tous les codes sont complètement bouleversés par le développement du numérique. Développement du numérique qui est présent dans le monde entier quasiment au même rythme, en Afrique comme ailleurs. Donc, dans un tel environnement, notre conviction est que la diversité est source d'innovation, de créativité. Et dans notre environnement, dans notre industrie, nous avons besoin d'être en perpétuelle innovation pour nous adapter ou pour anticiper sur les évolutions de l'environnement. Donc, chez Orange, la diversité, la mixité est une vraie conviction qui est portée au plus haut de l'entreprise. Et je me permets de vous citer le président directeur général d'Orange qui dit clairement: je suis intimement persuadé que la mixité dans toutes les fonctions et à tous les niveaux est un gage de succès pour la performance économique et le bien-être des salariés. Parce que chez Orange, nous considérons que la performance économique doit s'allier avec une performance sociale satisfaisante. Donc, cette conviction est portée au plus haut de l'entreprise et elle fait partie intégrante de la stratégie de l'entreprise. Ce n'est pas juste la DRH qui s'en occupe, ce n'est pas juste une personne qui aurait un rôle dédié, ce n'est pas la RSE, c'est un axe stratégique important de développement de l'entreprise. Dans son ambition à horizon 2020, et je suis prête à parier qu'il n'y aura pas de changement sur cet axe stratégique-là dans le renouvellement du plan stratégique, pour l'entreprise, construire un modèle d'employeur digital et humain, notamment, qui est un axe stratégique important, passe par la diversité, passe par l'amélioration, l'égalité des chances pour les hommes
et les femmes pour le capital humain que nous avons. Alors, la mise en œuvre de cette stratégie s'est traduite par une politique précise d'égalité professionnelle avec 4 piliers. Piliers sur lesquels il y a un certain nombre d'initiatives. Je vais vous préciser dans quelques instants. À côté de cette politique, il y a eu la création d'une instance de gouvernance dans l'entreprise, au même titre que des instances de gouvernance comme le comité d'investissement, qui est le comité stratégique d'égalité professionnelle, qui est composé des membres du comité exécutif du groupe Orange et puis d'un certain nombre d'autres cadres dirigeants du groupe pour montrer l'importance du sujet. Donc, ce comité valide les politiques, aide à l'implémentation de ces politiques à l'intérieur de tout le groupe Orange, y compris donc dans la zone Afrique et Moyen-Orient. Donc, pour en revenir aux exemples d'actions qui sont mises en œuvre pour nourrir ces différents piliers, je vais commencer par l'accès aux femmes à des postes de responsabilité. Il y a une cible précise qui a été définie, un indicateur précis et dont la progression est pilotée de la même manière qu'on pilote le chiffre d'affaires ou le nombre de clients. Nous ciblons 35% de femmes dans les instances dirigeantes d'Orange. Dans les comités de direction des filiales Orange, nous ciblons 35%. Évidemment, pour arriver au comité de direction, il y a tout le parcours. Donc, nous avons ce que nous appelons le pool des talents. Pour arriver à l'échelle de dessus, il faut avoir, en général, quand on se développe à l'intérieur de l'entreprise, il faut être passé par ce pool des talents. Il y a un objectif qui est d'injecter dans ce pool de talents suffisamment de femmes qui vont suivre des parcours de développement de manière à ce que l'objectif de 35% au niveau des directions générales ou des comités de direction soit respecté. Donc, on verra tout à l'heure que cette politique donne de vrais résultats. Nous avons également identifié, en analysant les effectifs chez Orange, que le gap le plus important était dans les métiers techniques. C'est valable chez Orange, c'est valable dans l'industrie, mais pas seulement dans cette industrie-là, de manière générale. Plusieurs initiatives qui ont été mises en œuvre, justement, pour former un peu plus de femmes techniciennes, ont été mises en œuvre depuis 2012 et on a aujourd'hui à peu près plus de 400 femmes qui ont été formées dans ce cadre. Nous facilitons les stages, nous avons des partenariats avec un certain nombre d'écoles, polytechniques, suite, et faisons en sorte, quand on a des stagiaires, de favoriser l'accès des femmes à des stages dans notre entreprise. Il y a un certain nombre de pays, notamment, qui vont même jusqu'à prendre part à des associations qui parlent aux filles, parce que quand on arrive à l'école polytechnique, c'est déjà un petit peu tard. Parce que pour être à Polytechnique, il faut avoir fait un bac scientifique, donc si vous avez fait un bac littéraire, un petit peu compliqué. L'idée, c'est de sensibiliser les femmes et la sortie du primaire, carrément, ou au niveau collège. Donc, il y a un certain nombre de nos pays qui sont impliqués là-dessus. Ensuite, il y a la problématique salariale, qui est connue, hein, que ce soit en Europe ou ailleurs. J'ai même envie de dire qu'en Afrique, sur cet indicateur-là, la performance est meilleure. Mais on a un gap salarial qui existe aujourd'hui entre hommes-femmes à parcours et positions équivalentes. Chez Orange, on a mis en place une démarche volontariste pour réduire ce gap. Ça veut dire qu'on l'a identifié, ça veut dire que dans les politiques d'augmentation salariale annuelle, on dédie une fraction du budget pour combler cet écart progressivement. Aujourd'hui, nous avons plusieurs femmes qui en ont bénéficié. Le dernier pilier, c'est l'égalité, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, parce que, bon, on sait tous que les femmes en général ont 2 journées, une première journée au travail et une deuxième journée à la maison, même s'il y a des améliorations dans ce domaine-là. Donc tout ce qui peut être fait pour faciliter cet équilibre donne des opportunités aux femmes pour accepter des postes de responsabilité qui demandent plus d'implication professionnelle.
À côté de ça, il y a un certain nombre d'initiatives de mentoring, de création de réseaux pour sensibiliser, accompagner les femmes qui soit sont dans les talent pools, soit sont intéressées à développer leur leadership. Vous voyez dans le dernier slide que ça donne des résultats, que ce soit au niveau du talent pool, que ce soit au niveau de la présence des femmes dans les comités de direction. Tous les indicateurs sont sur une pente progressive. Tous les indicateurs sont en amélioration significative et il y en a même certains comme le conseil d'administration ou encore comme le talent pool où nous avons dépassé le pourcentage de 35 qui était fixé. Donc c'est une politique qui fonctionne, qui donne des résultats et cette démarche volontariste est efficace, je peux le dire. Je passerai très très rapidement sur les chiffres. Aujourd'hui, chez Orange, on a 36% de femmes, 74% d'hommes. Vous voyez bien, quand on dit 35% de femmes dans les instances dirigeantes, il y a une très forte cohérence avec la répartition du genre dans la population salariale. Alors, ces initiatives sont reconnues et nous faisons en sorte d'ailleurs qu'elles fassent l'objet d'analyse ou d'appréciation par des instances externes. Voilà. Donc c'est ainsi notamment que Orange est classé 8e au palmarès 2017 de féminisation des instances dirigeantes, que nous avons une certification GEIS, et dans cette certification, vous verrez qu'elle concerne plusieurs pays différents, dont des pays africains, comme notamment la Tunisie, qui est un pays musulman, majoritairement, mais qui, Orange, au Niger, en Tunisie, pardon, a réussi à mettre en œuvre des politiques qui favorisent cette égalité professionnelle entre hommes et femmes. Vous avez l'Égypte également, vous avez dans les pays africains. Alors, les autres pays africains n'ont pas participé à cette certification. Ça ne veut pas dire que leurs politiques soient moins pertinentes, elles ne sont juste pas rentrées dans le processus de certification, mais je suis persuadée que si elles le faisaient, elles seraient tout aussi certifiées. Je pense notamment au Sénégal, par exemple, qui a une politique très volontariste en la matière. Notamment le directeur technique, on parlait de femmes dans les métiers techniques, le directeur technique au Sénégal est une femme depuis déjà plusieurs années. Alors, un focus un peu plus spécifique sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Sur l'Afrique et le Moyen-Orient. Évidemment, c'est une zone très diverse. Au Moyen-Orient, il y a de tout. Il y a la RDC, tout à fait la même chose que le Sénégal, encore moins que le Botswana, où par exemple, l'accès des femmes aux postes de responsabilité est assez fréquent, assez banal. Donc on voit qu'on est à l'intérieur d'une zone qui est très diverse, qui est très impactée par son histoire socio-culturelle. Mais chez Orange, la politique se veut générale. Évidemment, la mise en œuvre s'adapte au contexte de chacun des pays. On a vu tout à l'heure que 49% des femmes sont auto-entrepreneurs, c'est souvent pas un choix. Juste que le marché de l'emploi est assez contraint dans un certain nombre de pays, des emplois formels. Donc, si on veut améliorer l'autonomisation des femmes, si on veut améliorer la contribution des femmes dans l'économie, on est obligé de tenir compte de cette spécificité-là. Et chez Orange, on a la conviction que la transformation numérique est un levier important pour pouvoir parvenir à ces fins-là. Nous avons les statistiques de la GSMA. La GSMA, c'est une association de l'ensemble des opérateurs de mobile au monde, qui montre qu'une amélioration de l'accès des femmes à tout ce qui est digital a potentiellement
présentent potentiellement l'opportunité d'augmenter leurs revenus de 14% à horizon 2000 et voire 20% à horizon 2030. Quand on se souvient que 90% de ces revenus vont à la famille et à la société, on voit bien l'intérêt que ça présente. Donc, chez Orange, au-delà de la politique interne que je viens de vous présenter, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en œuvre pour favoriser l'accès des femmes aux nouvelles technologies. Que ce soit l'accès stricto sensus, et que ce soit des services spécifiques qui facilitent leur vie au quotidien. Donc, notre politique s'articule autour de 3 axes. Le premier axe, c'est tout ce qui est connectivité, faciliter l'accès au téléphone, ainsi de suite, au rechargement. Le deuxième axe est de définir des services digitaux qui servent les femmes au quotidien. Et le troisième axe, c'est de les accompagner dans le développement de leur entreprise, dans leurs initiatives d'auto-entrepreneuriat ou d'entrepreneuriat tout court. Donc, on a un certain nombre d'exemples que je peux partager avec vous sur les initiatives qui ont pu être prises. Je prends le cas du Maroc, de la zone MENA, par exemple, où aujourd'hui, la plupart de nos rechargements en Afrique, 98% des clients sont prépayés. Ça veut dire qu'ils rechargent leur compte tous les jours pour pouvoir téléphoner. Eh bien, dans la plupart de nos pays, ces rechargements est électronique. C'est fait dans un point de vente et vous devez donner votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous recharger votre compte. Nous avons constaté au Maroc et en Égypte notamment que c'était un frein. La femme ne voulait pas aller au point de vente donner son numéro parce que parfois elle se faisait rappeler ou elle recevait des SMS, donc elle était victime de harcèlement. Donc on a créé une solution spécifique permettant à la femme de faire son rechargement sans que le vendeur ne voit son numéro de téléphone. Ça, c'est un élément, c'est une innovation spécifique qui a été faite pour faciliter l'accès des femmes. En ce qui concerne les services spécifiques, au Mali notamment, nous avons autour d'Orange Money, notre solution de paiement mobile, créé une assurance, une sorte de compte d'épargne dans lequel la femme peut mettre ses avoirs et transformer en assurance quand elle accouche en cas de complications. Donc, ça leur donne accès à des soins spécifiques et ça permet de satisfaire des besoins particuliers. En termes d'auto-entrepreneuriat, il y a beaucoup d'initiatives qui peuvent être mentionnées. Il y a celle du Sénégal qui est mentionnée ici. Très récemment, le groupe Orange a créé ce qu'on appelle Women Start, donc vraiment un fonds qui est dédié au développement de start-up dirigées par des femmes. Donc on a un certain nombre d'initiatives. Au Libéria ou en Afrique centrale, comme le développement de mobile money ou de nos activités de manière générale suppose un réseau de distribution très dense, ça donne des opportunités d'emploi à des femmes. Et dans ces 2 pays-là, il y a des initiatives particulières qui ont été mises en place pour encourager les femmes à gérer un kiosque. Ça leur fait la petite entreprise et ça a un effet vertueux parce que souvent les femmes, elles ont davantage confiance à d'autres femmes. Donc ça facilite l'usage d'un certain nombre de services et en même temps que ça leur donne une opportunité de création de richesse. Donc voilà quelques exemples qui permettent de montrer ce que nous faisons pour développer l'accès aux femmes à tout ce qui est services digitaux. À côté de ça, tout ce qui est développement d'entrepreneuriat féminin. C'est juste un exemple, on n'est plus par le temps. C'est juste un exemple en termes d'entrepreneuriat féminin, c'est pas grand-chose. C'est une initiative qui a été faite au Cameroun, ça s'appelle les maisons digitales, où on forme les femmes à l'utilisation d'un ordinateur. Donc, j'ai en tête l'exemple d'une dame qui avait 60 ans, qui n'avait jamais vu un ordinateur, qui n'avait jamais touché à un ordinateur. Elle vendait de l'amidon. Elle a fait quelques mois de formation dans ce centre-là et elle raconte qu'après ça, ça a complètement changé son business.
Elle était toute seule, elle ne savait pas combien elle gagnait, elle ne faisait aucune épargne, elle arrivait à peine à satisfaire ses besoins quotidiens. Quand elle a commencé à rationaliser ses activités grâce à la formation qu'elle a eue dans ce sens-là, elle a pu recruter 2 personnes. Elle arrivait à satisfaire les besoins de sa famille et elle arrivait à épargner l'équivalent de 30 €, qui n'est pas loin du salaire minimum dans ces pays-là. Donc, on voit que les initiatives de ce type-là fonctionnent véritablement. Donc, on voit ce que les entreprises peuvent faire, les entreprises comme Orange, mais je pense que les femmes elles-mêmes peuvent également, doivent elles-mêmes participer à ce développement. Participer à ce développement en ayant davantage confiance en elles, en croyant en leurs capacités, en osant vouloir des choses pour elles-mêmes. Je vous remercie. Merci beaucoup pour votre présentation qui démontre à la fois votre engagement personnel et puis de l'entreprise sur la question des femmes. Vous avez évoqué à plusieurs reprises l'enjeu de l'illettrisme, par exemple. Et du coup, une question qui a été posée était la suivante. Comment est-ce qu'on peut introduire la question du genre dans les systèmes éducatifs? Est-ce que pour vous, c'est une des solutions pour redonner confiance et favoriser après l'engagement et l'entrepreneuriat féminin? Je pense que la question de l'éducation est essentielle. La question de l'éducation, elle a 2 vertus. La première des vertus, c'est le partage du savoir. Le partage du savoir, il y a aujourd'hui, notamment avec le développement du numérique, on est inondé d'opportunités, de connaissances dans tous les domaines possibles. Ça, c'est un élément. Donc, favoriser l'accès des femmes à l'éducation est un élément qui est essentiel parce que l'absence d'éducation restreint évidemment les opportunités dont les femmes peuvent bénéficier. L'autre vertu de l'école, c'est l'image. L'image, les femmes se projettent par rapport à ce qu'elles voient, et c'est normal. Une jeune fille qui n'a jamais vu une femme médecin, la probabilité pour qu'un jour elle rêve d'être médecin est infime. Donc il faut que les contenus éducatifs projettent des images qui permettent aux femmes d'envisager le monde dans sa diversité en termes d'opportunités. Donc le rôle de l'éducation, de ce point de vue-là, est important pour ces 2 aspects, la connaissance et la projection qu'elle véhicule de la société et de son évolution. Merci beaucoup pour ces éléments, pour votre présentation. Alors, comme on a pris un tout petit peu de retard, mais pour l'instant, nous allons avancer sur la suite donc, de la présentation. Alors, nous allons écouter maintenant Madame Touré Diabaté, donc qui est PDG.